Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission ne surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur pour m'accompagner. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont en très grande forme. Présentation en musique de cette Dream Team. On commence à ma droite, musique. Cet Yvelinois est venu tout droit de la cité royale de Versailles. Sous ses allures de gentleman, c'est un vrai guerrier qui ne lâche rien sur le terrain. Il se bat jusqu'au bout pour ses idées. Dans cette émission, on le surnomme le gladiateur. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Forme et bonheur à tous, salut Mickaël, salut à tous. Comment allez-vous Pierre ? En pleine forme, malgré ce petit frima printanier, en avril ne te découvre pas d'un fil. Oui, apparemment c'est de rigueur. Ouais, c'est de rigueur, mais il y a quand même pas mal d'actualités sportives, là ça sent bon les phases finales. Donc, on va se réchauffer en tout cas dans cette émission. On va se régaler. On continue notre tour de table à gauche, musique. Il est journaliste chez TV78, c'est une véritable encyclopédie sur le sport local. Il se remet tout doucement de la non-qualification de l'Italie pour la prochaine Coupe du Monde. Ça va prendre du temps, cette émission est une thérapie pour lui. Notre Italian lover, Grégory Canale, bonjour Mickaël, bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci encore d'évoquer cette catastrophique élimination de l'Italie. On se console comme on peut. Il faut dire qu'en ce moment, Formule 1, la Ferrari brille, donc on est quand même consolé, on va dire de ce point de vue-là, mais même si la blessure, je pense, ne se refermera jamais. Oui, voilà, vous allez faire chauffer la gomme dans cette émission, hein, ça j'en suis sûr. Comme à chaque fois, et en plus on parle de sport, donc on oublie un peu les sujets qui nous font pleurer. C'est ça. On continue notre tour de table musique. C'est un basketteur d'exception. Il a marqué des paniers aux quatre coins de l'Europe, en Italie, en France, à Chypre. Il a notamment joué avec l'équipe nationale de la République centrafricaine. Il est aujourd'hui dans le club de basket de Trappes. Notre Yvelinois Magic Mike Mokongo est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Toujours avec les copains, c'est un plaisir de toujours les retrouver et de parler de plusieurs choses. Je pense qu'à force de parler de golf, je vais finalement me convertir à Michael Jordan du golf. N'en dites pas trop sur le programme de l'émission. En tout cas, c'est vrai, vous avez marqué des paniers aux quatre coins de l'Europe ? Ouais. J'ai pas grossi votre présentation. Non, c'est une réalité. C'est la vérité. Enfin, voici notre dernier chroniqueur. Je demande le silence. Musique, c'est le pilier de cette émission, celui dont tout le monde parle. Il est connu aux quatre coins des Yvelines et du monde. Lui aussi, il a une base de fans très importante. C'est toujours un immense honneur de le recevoir. Coach Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Avec un grand sourire aujourd'hui. Bonjour, comme toujours, Mickaël, j'ai envie de dire. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Pleine forme, tout le temps, pleine forme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est en pleine forme. Je suis à fond, là, alors là, l'attaque, alors là, les sujets, ça va péter. Là. Vous les avez travaillés, comme toujours. Comme toujours. Jean. Ouais. Alors, oui, bien sûr, j'ai fait des recherches, des pendant archives des heures et des heures. Vous n'avez pas dormi, je crois, la nuit dernière. Regardez-moi il y a des cernes, ça se voit. Petit air fatigué. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension de l'Yvelinois Matteo Guendouzi. Le footballeur est titulaire avec l'OM et a marqué son premier but avec l'équipe de France. Nous parlerons également du nouveau centre de performance construit au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le site est-il devenu le nouveau Clairefontaine du golf ? Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler du PSG. Le Qatar envisage-t-il de lâcher le PSG après la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? C'est la bombe lancée en Espagne en début de semaine. La télévision espagnole El Chiringuito a lancé cette rumeur en affirmant que la durée de vie de ce PSG qatari était de 6 mois. Une information démentie catégoriquement par les dirigeants du club parisien. Ils ont même qualifié cette information de fake news. Mais ce n'est pas la première fois que des rumeurs de ce type circulent sur le désengagement de l'émir après la Coupe du Monde. La question sur cette thématique, même si vous l'aurez compris, c'est une rumeur à ce stade, le Qatar doit-il lâcher le PSG ? Doit-il lâcher le PSG ? Doit-il, pas va-t-il, doit-il ? Doit-il ? Non pour vous, Grégory, non pour vous, Mike, non pour vous, Pierre, et vous êtes partagé, vous, Jean. Bah, je suis partagé. Bon, on fait un petit duel entre vous, Jean et Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Vas-y, Je parle du foot. Alors, Pierre. La question est délicate parce que doit-il, ça serait se mettre dans leur pompe.
Mais ça fait de toute façon écho, ce type de rumeur et ce type de questions fait écho à une actualité brûlante pour le PSG et pour les investisseurs qataris après 10 ans d'atermoiement et d'essais de gain de la Ligue des Champions. On sait très bien qu'ils ne se satisfont pas de titre de champion de France. Ils sont en piste pour le 10e cette saison. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça à se mettre sous la dent pour les stars du PSG. Ça s'est fait à grands coups de renforts, de recrutement, et à grands coups d'annonces médiatiques avec l'équipe et le groupe que l'on connaît. Actuellement, Mbappé brille, mais c'est peut-être le seul, avec un petit réveil peut-être un peu tardif de Messi et Neymar. Mais là, c'est malheureusement l'arrivée et la sanction, la énième sanction en 8e ou quart de finale de la Ligue des Champions. Il y a eu une finale, mais perdue, et donc c'est le retour sur investissement. Je ne sais pas s'il y a un peu ça dans un coin de la tête des Qataris, mais en tout cas, ils se font attaquer un petit peu de toutes parts sur leur choix, sur leur connaissance du football, sur leur connaissance de la Ligue 1, et d'être incapable pour l'instant, malgré les renforts de millions, de gagner la Ligue des Champions. Donc doit-il, je dirais non, parce qu'on est à 10 mètres du bol de Sangria, et que peut-être en fonction de ce qui sera décidé pour Mbappé, restera pas, c'est peut-être la saison prochaine la bonne. On dit ça depuis 10 ans. Jean, alors vous êtes partagé. Mais je suis partagé parce que doit-il, c'est un peu fort comme question. Le Qatar doit-il abandonner le PSG ? D'un côté, on sait pertinemment que le nerf de la guerre au football, c'est l'argent. Si le Qatar s'en va, quid d'un éventuel repreneur ? Donc ça, c'est compliqué. Donc s'ils s'en vont, ça va être très très compliqué au niveau financier, sur le plan financier. Par contre, peut-être aussi, le fait que le Qatar soit à la tête du PSG va assainir peut-être éventuellement le club, avec moins de hyperstars qui sont des stars de pacotille, parce que, excusez-moi du peu, mis à part Mbappé qui brille, et c'est l'arbre qui cache la forêt, mais après, les Neymar, les Messi sur fin de carrière et tout ça, ça vaut pas un pé de loup, quoi. Ça vaut rien du tout, ça. Donc arrêtons peut-être d'acheter des joueurs hyper starisés, là, et puis revenir à des bases, à des joueurs de terrain, des vrais qui mouillent le maillot, qui sont là et qui ont envie, qui aiment le maillot, pas les mecs qui viennent chercher les chèques. Parce que moi j'ai quand même l'impression qu'un mec comme Neymar, il est venu chercher la monnaie, quoi. Il est venu chercher son salaire. Il n'est pas venu chercher la gloire du PSG. Donc quelque part, pour moi ce serait un mal, parce que, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, l'argent, mais quelque part, ce serait peut-être un bien. Quand on voit les quarts de finale de la Coupe d'Europe du club champion, 3 anciens entraîneurs du PSG qui sont en course, on peut se poser quelques questions. Plus que deux pour l'instant. Oui, en quart de finale, il y en avait 3. 3 en quart de finale. Et là, il y en a encore 2. Donc on peut quand même Emery et Ancelotti. Voilà, on peut quand même se poser quelques questions. Donc effectivement, voilà, c'est un bien, mais un bien peut-être un bien pour un mal. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est une rumeur. Alors. Grégory. Juste aussi préciser d'où vient cette rumeur, c'est qu'il y a cette Coupe du Monde au Qatar qui va se dérouler là en décembre, sans l'Italie, on peut le rappeler. Ah bon oui, voilà. Ne vous faites pas de mal, Grégory. On fait du mal des fois. Ils ont osé. Il faut en parler. Ils ont osé. Boycotter le Qatar. Et depuis le début, depuis même le rachat par QSI du PSG, on disait que c'était une stratégie de communication pour le Qatar, de faire grandir la marque Qatar entre guillemets, pour ensuite pourquoi pas s'en aller après la Coupe du Monde et enlever les billes du Paris Saint-Germain. C'est de là que vient cette rumeur. Maintenant, à ce stade, elle semble infondée puisqu'il y a eu démenti. Alors, démenti ne veut pas forcément dire que ça ne se produira pas. Maintenant, moi, sur la question, le Qatar doit-il lâcher le PSG ? Moi, je pense que non. Vu l'argent investi sur ces 11 années, il y a quand même plus d'1 milliard d'euros, rien que sur le recrutement. Je ne parle pas de l'investissement sur le centre d'entraînement à Poissy, sur les infrastructures, etc. Le centre d'entraînement à Poissy, ça serait de l'ordre de 350 millions d'euros, voire un peu plus. Donc c'est quand même un sacré investissement pour 74 hectares avec une quinzaine de terrains de football et des bâtiments. Donc vu l'argent investi, ce serait dommage à mon sens de partir, surtout que d'un point de vue, si on fait le bilan sportif, Pierre le rappelait, c'est plutôt un échec. Il y a certes 27 trophées gagnés, mais aucune Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, je pense, avait pour objectif et a toujours dit que l'objectif c'était la Ligue des Champions. Peut-être que ça va arriver dans les prochaines années. Maintenant, d'un point de vue marketing, d'un point de vue purement
rendement aussi financier, ça reste une réussite. Aujourd'hui, la marque PSG, ils avaient racheté le PSG à 30 ou 40 millions. Aujourd'hui, le PSG, selon Forbes, est estimé aux alentours de 2,5 milliards d'euros. Le PSG fait partie des 10 clubs avec la plus grande valeur marchande aujourd'hui dans le monde. Il y a aussi une réussite sur le plan marketing, sur les réseaux sociaux, plus de 100 millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc 500 000 fans avant que le Qatar reprenne le PSG. C'est ça. Donc ça a été multiplié par deux. Ce serait dommage de enlever ces billes maintenant. Maintenant, doit-il donc lâcher le PSG? Non. Par contre, est-ce que le Qatar doit faire un grand ménage au PSG? Ça, je pense que oui, pour repartir de l'avant et peut-être repartir sur des bases saines afin de gagner dans les prochaines années. Mike, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'usure aussi du côté des Qataris, de se dire finalement on n'arrivera peut-être pas à la gagner, et c'est peut-être finalement le bon moment, Grégory le disait, plus de 2 milliards au niveau valorisation pour le PSG alors qu'ils ont acheté le club entre 30 et 40 millions, est-ce que c'est pas le bon moment? Comme ça ils ont un retour sur investissement. Je dirais plutôt que ça serait défaitiste de leur part de penser comme ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde le projet du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils ont investi énormément, mais c'est eux qui ont impulsé ce projet-là, dans leur pédagogie et dans leur manière d'être souvent dans la complaisance, j'ai envie de dire. On ne peut pas avoir une institution comme le Paris Saint-Germain et d'avoir des superstars comme Neymar, Mbappé, tous ces joueurs-là, et des fois qui ne véhiculent pas vraiment cette image-là. Bien évidemment, Mbappé fait son travail, mais moi je trouve qu'au-delà de ça, ce club-là couvre beaucoup ses joueurs. Et on le voit à travers la Ligue des Champions. Le dernier match, quand ils ont perdu contre le Real, ils ont eu du mal à rebondir parce qu'encore une fois, c'est un club, ils sont dans la complaisance. Et à un moment donné, l'institution doit aussi peut-être faire une analyse, tirer des leçons par rapport à ce qu'eux, ils ont fait pendant 10 ans et peut-être de changer leur pédagogie, de retrouver une nouvelle synergie autour de ce club-là et de rechanger ce projet-là et de ne pas continuer à faire les mêmes erreurs qu'ils sont en train de le faire parce que ça fait 10 ans maintenant et ils n'arrivent toujours pas à gagner la Ligue des Champions. À un moment donné, on a changé les entraîneurs, on a vu ce que ça a donné, on a changé les joueurs, on a vu ce que ça a donné. Peut-être que l'institution doit aussi se poser des questions. Il y a peut-être aussi une question de personne aussi dans l'exécutif à la tête du PSG. On n'est pas dans les secrets d'alcôve et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, mais il semblerait y avoir un peu de défiance à l'égard de Nasser déjà et de Leonardo et un besoin d'un président actif, vraiment les deux pieds sur le terrain, et qui puisse agir sur l'esprit de l'équipe et l'esprit du PSG. Je reprends un exemple il y a quelques semaines où ils en prennent 5 à Monaco, quand même, un truc comme ça. Je crois que c'était 5-1 à Monaco. 3-0, je crois, dans mes souvenirs. 3-0. Je crois que c'était 3-0. Ils prennent une pile, ou 3-0. Ils prennent une pile. 3 buts d'écart quand même. Ils prennent une pile et c'est quelques. Confirmé en régie, 3-0. Quelques temps après, j'avais un souvenir d'une belle piquette. Donc là, c'est ça. Et le propos, c'est simplement de dire qu'en plus, c'est un mental qui est sur courant alternatif. Et on n'a pas pour l'instant, ni avec Pochettino, parce que ça semble pas être la personnalité du Gonze, de leader exécutif et de l'esprit et dépositaire de l'esprit PSG. Dans les années 80, 90 et 2000, quand les dernières belles années du PSG, il y avait cet esprit du parc. Il y avait d'autres investisseurs, il y avait d'autres partenaires, mais il y avait surtout d'autres tronches. Et vraiment, des connaisseurs du football français et de la Ligue 1 à l'époque, c'est peut-être ce qui manque. Fin de cycle, peut-être, pour ces personnes de l'exécutif. Justement, cette fin de cycle peut pas s'accompagner d'un départ du Qatar. Qui pourra acheter PSG, parce que c'est 2,5 milliards d'euros, à part des gros fonds d'investissement. C'est la mode en ce moment, les gros fonds d'investissement, souvent venus notamment des États-Unis, qui rachètent des clubs aussi bien en Italie, il y a aussi des intérêts en Espagne. Aujourd'hui, 2,5 milliards d'euros, qui serait prêt à les mettre sur la table? Alors, on rachète une entreprise qui a maintenant une grande marque mondiale, mais je doute que quelqu'un puisse aujourd'hui mettre cet argent-là et assumer aussi les salaires, parce qu'au PSG, il y a quand même une balance salariale qui est très élevée. Et puis surtout qu'on ne sait pas si Mbappé va rester, c'est l'avenir du club. On ne va pas construire le PSG avec Neymar et Messi, qui sont déjà vieillissants, hein. On le voit cette année, la saison qu'ils ont pu produire. Et puis moi, j'ai envie de donner un exemple qui est quand même important pour moi. En matière de sport, un président doit faire son travail. Le directeur sportif, il a un travail à faire. Les joueurs, ils ont un travail à faire. Et moi, j'ai l'impression que ce président-là, il a envie d'être un peu partout dans ce projet-là. À un moment donné, les entraîneurs, ils ont un peu du mal à véhiculer leur image, le jeu qu'ils veulent pratiquer. Pochettino, le football qu'il pratique aujourd'hui avec le PSG, ça n'a jamais été ce qu'il a l'habitude de faire. Donc à un moment donné, il faut que chacun reste à sa place. Et on le voit, un exemple parfait au basketball, c'est le club de Monaco.
Monaco, on le voit. C'est des exemples à prendre. Je veux dire, l'argent ne suffit pas dans le monde du sport pour tout faire. À un moment donné, chacun doit rester à sa place. Sur le côté Et institution, je rappelle que vous avez joué à Monaco, hein, je crois, Mike. Oui, également. Mais c'est pas pour ça que vous dites ça, hein, Non, c'est pas parce du que tout, le c'est club plutôt le est côté, structuré. Non, côté juste dire, structure. ajouter sur le côté institution, je le rejoins totalement. Je pense que le PSG, au-delà des résultats sportifs, gagner cette Ligue des Champions, doit progresser sur aussi le respect que peuvent avoir les joueurs envers l'institution. On a vu que pour le moment, ça manquait. Il n'y avait pas forcément de poigne. Il y a des exemples et des incidents avec Serge Aurier, par exemple, qui avait insulté quand même son coach sur les réseaux sociaux et qui avait été réintégré quand même dans le groupe assez rapidement. Donc on voit qu'il y a quand même peut-être encore un peu de manque de poigne de la direction face à des gros joueurs. Et le PSG, à mon avis, doit progresser aussi sur ça. Et c'est pour ça qu'à mon sens, là, peut-être qu'on va entrer dans une deuxième phase, faire un grand ménage, peut-être avec le même président, mais pas la même direction sportive, et repartir sur des bases plus saines. Mais les Qataris vont rester selon vous. Oui, je pense. On connaît votre passion pour les pronostics, passion. Grégory. Jean, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que très rapidement, je on va passer à et vous d'accord, aussi, Pierre, mais c'est- on va passer à la prochaine thématique juste après. D'accord. C'est là où on voit clairement que les entraîneurs du PSG n'ont pas la main. C'est pas eux qui commandent. On le voit par rapport à tous les entraîneurs qui sont passés, qui sont pas des pompes puisqu'ils réussissent ailleurs. Donc, et là, Mike le disait très justement, c'est pas le jeu qu'ils pratiquent. Donc c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas plein pouvoir, ces gens-là. Et qu'un joueur manque de respect à son entraîneur, c'est encore une fois parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Parce que lorsque ces gens-là, avec la carte de visite qu'ils ont, s'ils avaient les pleins pouvoirs, un joueur ne leur manquerait pas de respect. Et c'est là qu'on voit que c'est pas lui qui commande, mais c'est ceux au-dessus. Parce qu'un joueur, comme dit, mais moi je m'en fous de lui, c'est lui qui commande. C'est celui qui est en haut qui commande. Et bien voilà où on en est. Donc à mon avis, il faut faire du ménage, et puis faut rendre les choses aux gens en place. Un entraîneur, c'est un entraîneur, un directeur sportif, c'est un directeur Je suis sportif. même content, Pierre. je suis même content que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné la Ligue des Champions pour l'éthique du sport. Pour l'éthique du sport, je suis content pour ça. L'impression que ça donne, c'est qu'en fait, sur ces 10 dernières années, c'est un projet marketing qui a été réussi. Ils ont engagé des vendeurs de maillots, Ramos, Messi, Neymar, Ouais, mais est-ce que Mbappé, parce qu'il est là, et c'est un pari sportif pour l'instant raté. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Qatar de gagner de l'argent? Je crois pas. Non, eux, c'est plutôt la gloire d'avoir la Coupe d'Europe des clubs Une champions. valorisation record Ah ouais. grâce à ça. Mais par contre, Ouais, sportivement, mais enfin, eux, tu crois qu'ils s'en foutent? Je crois qu'ils s'en foutent de gagner plus de 2,5 milliards. Jean, je suis désolé, hein, je sais que vous êtes passionné par le sujet, vous pourriez en parler pendant des heures. Le PSG me passionne. En tout cas, le PSG est en passe de remporter un 10e titre de champion de France. Ce sera peut-être le dernier du Qatar, on ne sait pas. On verra ça dans les prochains mois. On va continuer à parler football. Il y a un Yvelinois qui brille en ce moment. Son nom, Matteo Guendouzi, le joueur originaire de Poissy, formé dans les Yvelines au PSG, est actuellement l'un des meilleurs milieux français. À 22 ans, il a joué tous les matchs de la saison avec l'Olympique de Marseille et il s'est montré récemment avec l'équipe de France en marquant un but lors de la victoire face à l'Afrique du Sud. Il a également fait une passe décisive lors du match contre la Côte d'Ivoire au Vélodrome. Bref, une saison 2021-2022 réussie pour l'ancien joueur d'Arsenal. La question sur cette thématique, Matteo Guendouzi peut-il devenir titulaire avec l'équipe de France? J'insiste bien sur titulaire. Tout de suite, dans un avenir... Dans les prochains mois. Moi, immédiatement, non. Non. Mais voilà. Ah oui, t'as répondu le prochain mois. Dans les prochains mois. Ah oui, prochain. Pour la Coupe du Monde. Non. Pour la coupe. Non. Ah, Coupe du Monde, c'est 22. Non. Ok. Alors pourquoi Grégory? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui vous titille? On le voit déjà, on est à quelques mois maintenant de cette Coupe du Monde au Qatar. Je vois mal Didier Deschamps changer ses plans. Il a ses titulaires habituels. Au milieu de terrain, on sait que ça peut être N'Golo Kanté, Paul Pogba. Il y a aussi Adrien Rabiot qui est, qui est revenu. Et même si il est parfois contesté, il y a Aurélien Tchouaméni aussi qui a fait de belles prestations avec l'équipe de France. Moi, ce qui me fait dire non pour le moment, même s'il a une belle ascension, et je pense qu'on va y revenir et on va parler de c'est son but marqué. Il a très peu de minutes jouées avec l'équipe de France, mais il a marqué les esprits. Je pense qu'il a peut-être réussi à prendre le train pour faire partie de cette équipe au Qatar, mais pas encore des titulaires. Ce qui me fait douter encore, c'est aussi peut-être l'adaptation tactique, on va dire, parce que à Marseille, il joue pas forcément dans le même rôle au milieu de terrain que dans cette équipe de France. On sait que Didier Deschamps a fait évoluer son dispositif, joue avec 3 défenseurs, 4 milieux de terrain. Donc à voir dans quel rôle est-ce qu'il pourrait occuper un rôle derrière les 2 attaquants. On sait qu'il est porté vers l'offensive. Est-ce qu'il serait dans les 2 du milieu de terrain? Pour l'instant, son rôle reste à définir et il est quand même un cran en dessous par rapport aux joueurs que je viens de citer. Je pense que pour le voir titulaire à la Coupe du Monde, ça reste impossible. Il faut des blessés.
Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que là, Greg il a résumé la situation. C'est vrai que Prochaine thématique. Il est plutôt porté vers l'offensif. Et après, c'est un joueur qui a des axes de progression aussi au niveau de la défense, je pense. Et sinon, pour revenir sur sa saison, je pense que voilà, il fait une très belle saison avec Marseille. Est-ce que ça vous surprend ou pas, Mike, de le voir à ce niveau-là? On sait que quand il était en Allemagne, il n'était pas forcément très en vue à Berlin, du côté de Berlin. À Arsenal, il avait fait une très bonne première saison, la deuxième un peu moins bonne. Est-ce qu'on n'est pas un peu surpris quand même de le voir à ce niveau-là, de jouer tous les matchs sous Sampaoli? Non, moi je suis pas surpris parce qu'on a vu son parcours de Lorient-Arsenal où il a été vraiment fulgurant de son parcours. Et puis après, derrière, il y a eu un petit moment où c'est pas bien passé en Allemagne. Et derrière, il a retrouvé un endroit à Marseille où le football de Marseille pratiqué cette année lui ressemble. Je disais même que son caractère symbolise un petit peu le logo de Marseille droit au but. C'est un gars qui va aller vers l'avant et il est un peu sanguin dans la mentalité des Marseillais. Donc non, je pense qu'il a trouvé sa maison. Et je serais pas étonné de le voir rester à Marseille pour les prochaines saisons. Pierre? Ce qui me fait hésiter, moi, en disant à la limite c'est possible, c'est d'un côté le timing, là, qui est très court pour pouvoir bouleverser la hiérarchie dans l'équipe, la future équipe de France, enfin l'actuelle et future équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais c'est justement sa saison à l'OM avec un côté taulier qu'il a de plus en plus dans l'effectif olympien et marseillais avec la partie stabilité, fiabilité du gamin et qui est en passe, qui va s'installer. Donc la réponse à la question c'est non, c'est court, mais Dieu sait qu'il y travaille actuellement et qu'il a plutôt des bons résultats et des bonnes stats pour pouvoir y prétendre. Oui, 45 matchs depuis le début de la saison avec l'OM pour 4 buts. Voilà, il joue quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. Il joue tous les matchs en championnat. En championnat. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Je vais continuer à dire ce qu'ont dit mes copains. Est-ce qu'il vous séduit, ce joueur, Matteo Guendouzi? Je suis pas... Est-ce qu'il vous plaît? Oui, les cheveux longs. Non, mais bien sûr que c'est... Non, pour moi, sérieusement... Vous avez le même coiffeur, hein? On a le même coiffeur. Sérieusement, c'est beaucoup trop tard pour la prochaine Coupe du Monde. Le groupe est fait, et c'est pas des blessés qu'il faudrait, c'est une hécatombe. Une hécatombe, quoi. Est-ce qu'il ira à la Coupe du Monde? Peut-être dans le groupe, oui. Peut-être dans le groupe, je pense. Il faudra voir le retour aussi de Tolisso, parce que Tolisso, souvent blessé, qui était un appelé habituel de Didier Deschamps, même si on est sur un profil légèrement quand même différent, mais ça reste un milieu de terrain. Tolisso qui est souvent blessé en ce moment. Moi, je pense que là, sur les 2 derniers matchs amicaux où il a eu très peu de temps de jeu et il a joué à chaque fois moins de 30 minutes, il a joué même 15 minutes, il marque un but et il délivre une passe décisive. Donc au niveau des stats, il est là. C'est pas un buteur, quand même. C'est pas un buteur, mais il délivre aussi une passe décisive. C'est un milieu qui est pas offensif, quoi. C'est pas. En tout cas, Arsenal, je crois qu'il peut jouer partout au milieu de terrain. Voilà, il joue. Oui, il est polyvalent, mais c'est pas sa force, quoi. En tout cas, il a marqué les esprits avec le peu de minutes jouées avec l'équipe de France. Je rappelle quand même la dernière liste de Didier Deschamps. Les milieux sélectionnés: N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et donc Matteo Guendouzi. Il manquait par exemple Corentin Tolisso, vous le disiez, Grégory, Thomas Lemar peut-être, oui, aussi, et Moussa Sissoko. Thomas Lemar qui est plus peuvent dire aussi que Moussa Sissoko pourrait être à la place de Guendouzi peut-être. Et qui sont en général utilisés par Didier Deschamps plus dans des rôles d'ailier. Donc c'est moins, on va dire, moins de concurrence pour Matteo Guendouzi de ce point de vue-là, et ils sont moins appelés en équipe de France. Donc après voilà, il a eu très peu d'occasions, il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Étienne Capou aussi avec Villarreal aussi. Étienne Capou qui fait une belle saison. Ouais, avec Villarreal. Qui sera demi-finaliste de la Ligue des Champions. Ouais. Bon, en tout cas, avant de penser à l'équipe de France, Matteo Guendouzi jouera un quart de finale de Conference League avec l'Olympique de Marseille contre le PAOK Salonique et ils auront besoin d'un Guendouzi en pleine forme. On passe à notre page à débat. On continue à parler football, mais sous une autre facette, celle des réseaux sociaux et des vidéos sur Internet. Est-ce que vous connaissez Vinsky autour de cette table? Vinsky. Moi, je le connais bien. Il n'y a pas si longtemps. Il y a longtemps. Est-ce que vous connaissez? Oui. Vous connaissez? Par contre, je saurais pas dire le club dont il est proprio. Il porte son nom. Justement, le FC Vinsky. Par son nom de scène.
Donc vous connaissiez vous, Jean ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors il a côtoyé les plus grands et ses vidéos ont fait le tour du monde depuis 2012. Il a notamment joué avec Cristiano Ronaldo, Mbappé, Sergio Ramos et j'en passe. Vince Sky est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus connus de France avec plus d'1 million d'abonnés. Depuis 2017, le YouTuber a décidé de lancer un nouveau projet dans les Yvelines en créant sa propre équipe de football dans la région nantaise, le Vince Sky FC. On l'écoute. L'objectif sur YouTube, c'est toujours de raconter des histoires, toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et créer un club de foot, je trouve que c'était un petit peu la suite logique pour quelqu'un qui aime bien le foot, c'est-à-dire si on pouvait pas créer un concept, un collectif avec des amis, etc. Donc j'ai proposé un peu des amis d'enfance, des gens que je connaissais, même des abonnés aussi que j'ai recrutés, s'ils étaient chauds pour le projet. Et c'est comme ça que c'est né en fait, c'est pour continuer toujours à raconter une histoire sur YouTube. Alors depuis 2019, le club est affilié à la Fédération française de football. Le club a commencé en 6e division de district et évolue désormais en 5e division de district. Chaque rencontre est enregistrée et diffusée sur Internet. Aujourd'hui, l'équipe senior est à la 3e place du classement et vise la montée en fin de saison. Une aventure sportive que Vince Sky suit principalement sur le bord du terrain en regardant les joueurs jouer. Le youtubeur président n'a joué que 45 minutes depuis le début de la saison. Il nous explique pourquoi. C'était compliqué d'avoir plusieurs casquettes, d'être président, de gérer la communication, de manager le club et d'être joueur aussi. En plus, on a recruté des joueurs très bons à mon poste qui sont même plus forts que moi, donc en fait, il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc ça va. Après, j'ai toujours ma licence de joueur. J'ai joué 45 minutes cette saison pour dépanner, donc voilà, mais l'idée c'est que je sois plus dans les plans, on va dire, du coach dans la saison. Après, je suis toujours là au cas où s'il y a un problème. Alors Vince Sky espère encore faire grandir ce club. L'influenceur a créé une académie qui a pour objectif d'encadrer des jeunes footballeurs sur le plan sportif, scolaire et culturel. Pour les seniors, Vince Sky rêve de les emmener un jour en Ligue 1. La Ligue 1, est-ce que c'est possible à votre avis ? Avant de passer à la question sur la Ligue 1 pour le Vince Sky FC. C'est l'objectif. C'est même plus un fossé, c'est un ravin. Non, mais c'est compliqué. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une belle aventure humaine. Il met en avant aussi des joueurs sur ses différentes vidéos YouTube. Et il y a une implication aussi au niveau local. Le fait de créer cette académie, comme vous en parliez, Mickaël, il y a une vraie implication. Après, de là à dire, est-ce que la Ligue 1, c'est possible ? Oui, il fait pas les choses à moitié, on a l'impression. Non, il est très investi. Ça, c'est vraiment une qualité qu'on peut lui donner. Quelqu'un de très investi. Il ne peut même plus jouer au foot. Jusqu'à dire, je me retire du 11. Il est lucide et voilà. Ça, c'est vachement bien. Quelqu'un de très lucide. Mike, qu'est-ce que vous en pensez de Vince Sky ? Ouais, c'est assez particulier de voir des influenceurs, mais après c'est vrai que quand on voit l'évolution de la société, où on mesure la notoriété d'une personne à travers les abonnés sur Instagram ou Facebook ou TikTok, toutes ces choses-là, c'est impressionnant à voir. Après, je pense qu'il va continuer à générer des bons partenariats parce qu'il est suivi un peu partout. Pour moi, c'est un métier à part entière parce qu'il faut avoir la maîtrise de soi, il faut avoir l'aisance, il faut savoir maîtriser toutes ces astuces-là sur les réseaux sociaux et il le démontre bien, donc il faut le respecter. Après, ce qui va arriver jusqu'en Ligue 1, ça, c'est une autre question. C'est un objectif. Ouais. Est-ce que c'est surprenant, Pierre, de voir un influenceur prendre une équipe de football comme ça et de vouloir la monter aussi haut ? Oui, c'est surprenant. Mais moi, ce qui me plaît dans l'aventure, c'est 2 points. Le premier, c'est qu'il fait avec les moyens du moment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de clubs amateurs qui ont 0 moyen. Lui, il met en avant sa notoriété, c'est la notoriété de notre époque actuelle avec les réseaux sociaux et la force des influenceurs, au service d'un club. Il investit dedans. Il met des moyens et il arrive en plus à diffuser, et on sait aussi que le sport amateur a beaucoup de mal à être diffusé, à avoir une audience. Et le deuxième point qui me plaît, Greg parlait de lucidité, je trouve que c'est là on rentre dans un schéma qui est vertueux pour le sport. Alors on met les influenceurs à part et son rôle, mais en gros il a commencé joueur, il était influenceur, il investit, il devient président, il a la lucidité de penser qu'il ne peut plus jouer et il a recruté des meilleurs que lui à ce poste-là, et donc là le président préside, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent. Et ça on est dans un schéma qui est efficace pour le sport, quoi. Jean, vous qui adorez les réseaux sociaux... Mais moi je dis bravo, c'est un gars qui utilise les moyens modernes de notre société, de notre époque, pour le sport, en l'occurrence le football. C'est très très bien. Belle lucidité, un garçon qui a la tête sur les épaules. Il a certainement, grâce à ses réseaux sociaux, des bons partenaires qui lui permettent d'aller chercher justement des joueurs meilleurs que lui, comme il l'a dit. Parce qu'une fois de plus, même à ce niveau amateur,
l'argent est le nerf de la guerre, hein, donc il doit avoir quelques partenaires grâce à ces vidéos, ce qui permet de faire avancer le club. Ils visent la montée, bon, ils ne peuvent pas viser la descente, ils sont au plus bas. Ils sont au pied du mur, donc ils peuvent qu'avancer. Objectif de la saison, le maintien. On est au dernier niveau, ah oui d'accord. Bon, ils peuvent que monter, donc ça c'est sûr. Ils sont troisième, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, parce que c'est un beau challenge. C'est un gars qui est dynamique, qui est jeune, et qui a la tête sur les épaules. Donc bravo, je dis, et bonne chance. Hein. Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Oh, les l'avenir, par influenceurs contre, si qui l'avenir prennent les maintenant, équipes, non mais si l'avenir de maintenant, football. c'est les influenceurs, et puis là on va finir, c'est la PlayStation là, c'est plus du Mike sport là. disait un truc intéressant. Je pense que c'est vraiment deux métiers différents. Là, effectivement, c'est un exemple où il se sert de sa notoriété, comme le disait Pierre, pour la mettre au service de ce club. Après, on parle de deux métiers différents. Moi, il y a le cas de Luva de Pedreiro, c'est ce TikToker, brésilien. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est toujours en train de marquer dans la même lucarne. Il dit toujours son petit message en brésilien. Il a pas mal d'abonnés aussi. Voilà, on est dans une nouvelle société. Il y avait encore quelques années les joueurs qu'on appelait les joueurs YouTube, ces joueurs venus du Brésil qui fondaient leur notoriété juste sur quelques passements de jambes qu'ils faisaient lors d'un match. On a vu que quand ils venaient en Europe, c'était pas forcément de bons joueurs. Donc non, on est sur deux schémas différents. Et là, c'est un schéma qui s'entrecroise finalement. C'est l'influenceur qui met sa notoriété au service du football. Et je suis d'accord avec Mike sur le fait qu'on parle de quand même deux secteurs, deux métiers différents. Je vais vous poser cette question. Est-ce que le sport est un domaine pour les influenceurs? Oui ou non? Domaine d'expression. Domaine d'expression. Ouais, pour tout. Oui. Pour tout. Pour tout, Mike? Oui, pour tout. Allez-y. Pour tout, parce que Pour tout. tout le monde l'a dit sur le plateau avec l'évolution de la société. Donc c'est un moyen pour utiliser ton image, pour utiliser ta force, ta notoriété, ton charisme pour pouvoir attirer des choses à toi. Donc que ça soit dans le sport, dans le monde du business, dans le monde de la culture, je pense que ils ont leur place. Ils ont leur place. Après, des fois, on parle de salaires des fois qui sont peut-être exorbitants. Pour certains influenceurs, où c'est là où ça pose des fois problème, parce que les gens ils ont du mal à associer, à intégrer ça, ce travail ou ce qui se fait derrière Internet. Mais bon, pour moi c'est un métier à part entière, il faut le respecter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un revers de la médaille? On parle peut-être plus de l'influenceur finalement, là par exemple dans le cas du Vinsky, plutôt que du club peut-être. C'est le même nom. C'est le même nom. Là pour le coup c'est le même nom. Mais est-ce qu'on ne parle pas plus finalement de celui qui crée plutôt que de la structure? Et encore une fois, c'est son nom. Le nom du club, c'est le nom de l'influenceur. C'est lui qui a monté le projet. Il est de A à Z. C'est le constructeur de tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Mais du jour au lendemain, il peut s'arrêter et ça peut se terminer. Dès que ça va plus l'amuser, l'amuser, c'est méchant ce que je dis. Dès que ça va plus l'intéresser, peut-être qu'il va partir. Peut-être ils tomberont pas de bien haut quand même. Hein. Après, il y a influenceur et influenceur. Tant que la démarche est saine, comme c'est le cas là, avec Vinsky, de créer une équipe de foot. En plus, il y a vraiment une volonté, cette académie de foot. Moi, je trouve que c'est un projet très intéressant. On ne peut que le saluer. Après, c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui mettent leur notoriété des fois pour vendre des produits. Je parle pas du sport là, je parle des influenceurs en général sur Instagram notamment, des produits des fois qui sont peu recommandables. Donc là, ça c'est le mauvais côté, c'est le revers de la médaille de ce côté influenceur. Mais là pour vous c'est plutôt positif. Ben non, là c'est une démarche saine et voilà, il faut la saluer. Regardez les premiers influenceurs du sport, ce sont les sportifs eux-mêmes. On en parlait il y a 15 jours sur ce plateau, voir à quel point une réaction d'un des champions, d'Mbappé sur les partenaires de l'équipe de France, de Cristiano Ronaldo sur en gros un soda ou de l'eau, ce sont les premiers influenceurs. Il faut voir justement le nombre de followers qu'ils ont chacun sur leur compte. Et déjà là, on a des tribunes d'expression et d'influence qui sont tenues par les sportifs eux-mêmes. Donc oui, le sport est devenu maintenant un moyen d'exposition pour les influenceurs de tous bords, à commencer par les sportifs eux-mêmes. Vous suivez, vous, des influenceurs peut-être sur les réseaux sociaux Nabila, Nabila. Non, pas du tout. En dehors du sport, vous, du coup. Pas du tout. Oui, mais alors, donc, par métier, parce que je m'occupe pas mal de réseaux sociaux, mais
on parlait de vente et de vente de l'image. Une influenceuse comme Caroline Receveur, par exemple, a des millions de followers et elle, il suffit qu'elle conseille tel ou tel produit ou tel vêtement pour que ça se vende comme des petits pains. Et je pense que les sportifs, c'est à peu près la même chose. Et vous, Jean, qu'est-ce que vous recommandez Qu'est-ce que c'est un influenceur aussi. vous proposez Pas tenté. Oui, ça me dépasse un peu, moi, mais bon. Moi, je suis influenceur pour comme j'aime. Comme Ouais. Ouais, comme j'aime. Alors en tout cas, on souhaite à Vince Sky bonne continuation. On espère voir un jour son club en Ligue 1. Hein, pourquoi pas. En tout cas, nous, on serait ravis ici sur le plateau de TV78 d'en parler. On passe maintenant à notre envolée, la fameuse envolée de Grégory, le Nirvana, le moment le plus excitant de cette émission. De quoi allez-vous nous parler, Grégory ? De formation des jeunes sportifs que l'on doit, ça c'est mon credo. Jean, laissons-les travailler tranquille ces jeunes pour s'affirmer au plus haut, les laisser grandir tranquillement. Alors là, ce n'est pas le sujet. Je voulais surtout parler des infrastructures dédiées à la performance pour justement permettre l'éclosion de ces athlètes. Et la Fédération française de golf a mis la barre très haute. Elle a présenté récemment son nouveau centre ultra moderne, 13 000 mètres carrés nichés dans le golf national de Saint-Quentin en Yvelines, une zone d'entraînement, un plateau de performance, 2 bâtiments avec notamment une salle de sport XXL, un laboratoire dédié à la préparation mentale, une pièce consacrée à la biomécanique et la cinématique pour modéliser les swings. Sur place, une vingtaine de jeunes du collège au lycée, encadrés par 27 professeurs, vont suivre une scolarité adaptée tout en poursuivant leur développement sportif. L'équipement est aussi ouvert aux équipes de France et aux joueurs professionnels. Alors l'objectif pour la Fédération française de golf, c'est de former l'élite de demain, l'élite amateur de demain et avoir des joueurs français dans le top 20 mondial. 4,5 millions d'euros ont été tout de même mis sur la table, financés en grande partie par la région Île-de-France, le département des Yvelines, Saint-Quentin en Yvelines et l'Agence nationale du sport. Écoutez sur ces objectifs, le président de la Fédération française de golf. Cette technologie qui est mise à disposition de nos athlètes, c'est pour les faire progresser. Maintenant, la technologie seule ne suffit pas. Derrière toute cette technologie, il y a des hommes et des femmes qui la font fonctionner, qui accompagnent nos athlètes. Et il faut, pour qu'on obtienne les résultats que l'on recherche, eh bien, qu'il y ait la parfaite symbiose entre les deux, l'humain et la technologie. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Il y a donc une grosse ambition derrière ce projet, largement inspiré d'ailleurs du modèle américain, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, les Américains trustent le top 20 mondial. 15 joueurs américains y figurent. Le premier français, lui, est très loin. Victor Pérez, 142e. Notre Yvelinois, certes, prometteur, Antoine Rosner, est lui 168e. Il est donc urgent d'agir pour voir, espérons-le, dans les prochaines années, les golfeurs français se rapprocher du Gotha mondial et ne pas rester sur des espoirs déchus, des actes manqués. Les équipements mis à disposition et les ambitions affichées ont valu au centre de performance le surnom de Clairefontaine du golf, en référence bien sûr au centre technique national du football installé depuis 1988 dans la petite commune du Sud-Yvelines. Depuis l'ouverture des installations dédiées à la formation des jeunes et lieux d'entraînement des équipes de France, les résultats sont là. En 20 ans, 2 Coupes du Monde, un championnat d'Europe des Nations et des pépites passées par les rangs de l'INF. J'en citerai que 2, Thierry Henry et Kylian Mbappé. On ne parle pas de n'importe qui tout de même. Les Yvelines sont en fait une terre prisée par les fédérations, un cadre verdoyant non loin de la capitale. Les équipes de France de cyclisme sur piste, de BMX aussi s'entraînent dans le département, au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, avec là aussi des objectifs de réussite fixés pour les prochaines années et des projets aussi qui vont voir le jour. L'Institut de santé parasport connecté qui ouvrira au Muro, un véritable INSEP du handisport qui sera lancé à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Bref, les sportifs de demain sont formés dans les Yvelines et nous serons bien sûr là pour les suivre et pour les applaudir. Votre avis sur cette envolée, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous validez, Pierre ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette envolée de Grégory ? Je valide complètement, surtout qu'on parle d'abord de golf et simplement refaire un historique des performances de nos Français et en golf notamment pour côtoyer ce milieu-là depuis une vingtaine d'années. On sait que pour le développement du golf
au niveau national et international, il nous faut des champions. Et pour avoir des champions, il nous faut les trouver, puis les former. Et donc là, ce projet cher à Pascal Grisot, dans son programme d'ailleurs, son programme d'élection à la Fédération française de golf, est un projet phare, justement, de pouvoir donner à nos pépites l'ensemble des moyens qu'il faut au niveau mondial pour durer. Parce que c'est ça le problème. Des pépites, on en a, des talents, on en a, que ce soit chez les garçons, chez les filles, il y en a chaque année qui éclose. Le problème qu'on a, c'est que c'est plutôt sur un phénomène de comète. On a eu du Victor Dubuisson, on a eu du Alexander Levy, on a eu avant eux Greg Avray capable de faire une deuxième place à l'US Open, derrière un certain Tiger Woods, Raphaël Jacquelin, j'en passe et des meilleurs, Greg Bourdi. Chez les filles, on a là deux pépites qui commencent à scorer régulièrement sur le circuit mondial avec Céline Boutier et Pauline Roussin-Bouchard. Et là, il leur faut un centre de performance, un centre de rassemblement où il et elle puissent tout travailler. La technique comme le mental, parce que au golf, comme dans beaucoup de sports, c'est le mental qui drive, justement, qui drive la performance. Et donc là, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe sur au moins la volonté de la Fédération française de golf de pouvoir pousser justement ces champions à performer et surtout s'installer dans le Gotha des golfeurs mondiaux. Le dernier Masters à Augusta qui s'est terminé le week-end dernier n'a vu quasiment que des Américains dans son top 20. Et c'est un Américain de 25 ans qui gagne. Là, pour le coup, il nous faut plus que des petites performances comètes, et le centre d'entraînement national va nous y aider. Mike, qu'est-ce que vous en pensez de ce centre de performance du golf? Je l'avais dit au préalable, à force de parler de golf, je crois que je vais devenir un Michael Jordan du golf. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un beau projet, c'est un projet XXL, et on est dans le monde de la performance, donc tout est mis en œuvre pour que ces gamins-là puissent progresser et développer encore ce sport qui est passionnant, qui est beau. Et il y a vraiment une volonté sportive et politique. Et donc voilà, il montre une ambition par rapport à ça. Maintenant, on ne peut pas se lasser de le dire. Notre région, c'est une belle région, donc c'est bien de monter ce projet-là dans le coin. Et Grégory le disait, finalement, c'est un petit peu la norme aux États-Unis, ce type de structure. Là, on a l'impression que c'est un gros projet qui arrive. Finalement, eux, ils font ça depuis des années. Oui, moi, d'être allé aux États-Unis plusieurs fois, j'ai vu énormément de terrains de golf. Et c'est dans leur culture un peu là-bas. Et nous, c'est vrai qu'en France, on est le 8e... Enfin, le golf est pratiqué pas énormément ici en France. C'est le 8e sport pratiqué ici, derrière le basket, le football, etc. Mais c'est vrai que là, le rugby aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a une vraie volonté de pouvoir développer ce sport-là, et je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce centre? Bien sûr que c'est toutes les fédérations y viennent. On a vu, le foot, on a parlé de Clairefontaine, mais il y a le rugby à Marcoussis. Oui. On a le tir, la Fédération française de tir a fait un centre national à Châteauroux. Voilà, le basket, non, le basket n'en a pas encore, mais ça viendra certainement. On a déjà des structures. Mais c'est plus des structures régionales. Il n'y a pas vraiment un centre national encore. Alors il y a l'INSEP. Ouais, l'INSEP pour tout ce qui est basket. Il y a l'académie de Tony Parker. Voilà. Et puis il y en a un deuxième qui va être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut avoir des grands champions et qu'on puisse performer sur le temps, on est obligé de passer par ça. On est obligé. Pour détecter les jeunes, et les former très jeunes, et les former de manière technique et mentale. Et ça, c'est une obligation. Et je crois que le golf a très bien compris. Le golf qui est un sport qui de plus en plus fait parler de lui et est apprécié par de plus en plus de personnes. Donc c'est un passage obligatoire. Donc c'est une très bonne chose. C'est marrant, j'ai envie de dire quelque chose, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un podcast de Thierry Henry avec Tony Parker, qui disait qu'à leur époque, ils n'ont jamais eu de coach mental. Et je trouve que c'est devenu maintenant... C'est-à-dire non. Et je trouve que c'est devenu, je sais pas, c'est un phénomène ou un business, mais tout dépend des athlètes. C'est pas forcément tous les athlètes qui ont besoin forcément d'un coach mental.
Parce que l'ancienne génération, ils peuvent le témoigner. Hein. Et moi, personnellement, j'ai pas eu de coach mental. J'ai fait de l'anthropologie. Mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est une absolue au fait de l'avoir. C'est ce que je veux dire. Parce que sinon, après, les enfants, ils pensent que si j'ai pas de coach mental, je pourrais peut-être pas réussir aussi. Il semblerait que ce soit un bon signe pour un changement d'état d'esprit dans la culture du sport en France. Il parlait des États-Unis, on en parle assez souvent ici. Je considère que le sport a souvent été considéré justement comme un parent pauvre de la culture générale, de la culture physique et de la culture générale des Français, notamment dans l'éducation nationale, parce que c'est quand même la 5e roue du carrosse et qu'on en fait quand on a le temps. Et quelqu'un qui performe, ça ne sera jamais à hauteur d'un polytechnicien ou d'un énarque, par exemple. Pour ne prendre que ça. On a très peu parlé de sport. Très peu, mais c'est présent dans les programmes, mais c'est quand même relégué un petit peu au fond de la classe, justement. Et là, il semblerait que ce soit peut-être une prise de conscience de cette formation complète du corps et de l'esprit, puisqu'il y a aussi une multiplication des sports-études c'est vrai dans le rugby, c'est vrai du coup maintenant dans le golf. C'est effectivement, de toute façon, depuis longtemps vrai dans le foot, dans le tennis et dans tous les sports un peu majeurs, mais même à la limite, même les sports dits secondaires, où on a justement une accélération de la prise en considération du sport, et donc on met des moyens aussi en place pour avoir des centres d'entraînement et pouvoir espérer avoir des champions qui durent. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est l'école qui est directement sur le site. Ils pourront dormir sur place. On écoute justement un membre de la Fédération française de golf chargé de la performance. Nous, on a créé une école qui est complètement adaptée au calendrier scolaire. Donc quand il y a des stages ou des compétitions, il n'y a plus école. Et puis sur le temps où c'est possible, on met l'école, ce qui nous permet, dans des conditions incroyables, parce qu'ils ont cours à 2, 3, 4 maximum. Donc ils vont très vite, c'est très personnalisé et ça permet d'avoir des résultats très très intéressants, à la fois sur le plan de la scolarité et de libérer du temps pour l'entraînement. Grégory, ça vous plaît cette Non, ça me plaît. Façon de faire, Alors oui, une école en fait hors contrat par rapport à l'éducation nationale, mais ça a été dit dans le son. La particularité, c'est que même si les horaires de classe sont vraiment adaptés pour favoriser la pratique du golf et la pratique aussi en compétition, ils sont 2 ou 3 par classe. Donc 2 ou 3 par classe, c'est une pédagogie qui est accélérée, qui est totalement différente. Et moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que l'angle mental est pris en compte, puisqu'on a dit il y a un laboratoire vraiment dédié à la préparation mentale, et là on parle d'humain mais aussi de technologie, et c'est ça qui est beau je trouve dans ce projet, c'est que c'est un mix de tout ça pour garantir justement la réussite de ces jeunes. Et ces joueurs français que vous avez cités pour quasiment dans la totalité sont jusqu'à maintenant passés tous aux États-Unis, passés quasiment tous 1, 2, 5 années dans les universités américaines pour se frotter chez les filles ou chez les garçons. Dans les deux cas. Toutes les filles, les filles prometteuses et les pépites chez les garçons passent tous aux États-Unis, n'ont qu'une ambition actuellement, c'est d'aller étudier aux États-Unis pour pouvoir jouer au golf tout le temps, où justement les universités américaines ont des équipes de golf, ils se frottent déjà au plus haut niveau, et peut-être que là on a une occasion de les garder en France avec justement des moyens et des structures qui n'auraient rien à envier aux universités américaines. Et on le voit sur les images, il y a également le stadium qui est juste à côté de ce centre de performance. Unique peut-être en Europe, en tout cas il y en a très peu en Europe. Ils peuvent travailler vraiment tous les coups à quelques centaines de mètres de là où ils dorment. On a quelques lieux en France qui sont comme ça, qui sont dédiés à ça. On en voit de plus en plus. Les 100 petites structures qui ont été mises en place par la Fédération française de golf pour obtenir la candidature de la Ryder Cup 2018 servait à ça également, pour pouvoir à la fois faire découvrir mais aussi avoir des structures d'entraînement à tous les niveaux. Là on est dans le nec plus ultra du stadium d'entraînement. Mike, vous voulez rebondir? Ce que Pierre a dit sur les Américains, où c'est une culture chez eux les Américains, le sport à tous les niveaux, et on le voit encore une fois, les golfeurs ici chez nous, ils essaient d'aller là-bas pour se frotter au meilleur, et je pense qu'on peut prendre l'exemple sur ça. Ils optimisent maintenant tout à tous les niveaux, et aux États-Unis, le sport c'est un moyen pour un jeune garçon, une jeune fille de sortir d'une misère, et c'est encore différent ici en France. Donc je pense qu'on peut suivre ce chemin-là, c'est un bon chemin pour nous.
On va continuer à parler golf avec la National Golf Week. L'événement s'est déroulé du 31 mars au 2 avril sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous se voulait être un salon du golf nouvelle génération avec possibilité de tester les produits sur place. On pouvait également jouer avec des professionnels sur l'Albatros. On écoute l'un des organisateurs au micro de TV78. Je pense qu'il y a évidemment les golfeurs accros seront ravis d'être ici, mais ils peuvent aussi amener leur famille, pourquoi pas leurs enfants. Il y avait un stand d'initiation pour les débutants. Et puis aussi, je pense que c'est un excellent moyen de prendre contact avec la discipline, le sport. Ici, on peut retrouver des conseils, essayer du matériel, découvrir ce que c'est, putter sur un petit putting green synthétique. Voilà. Donc on essaie d'être aussi très ouvert à tout ça. Malheureusement, il a fait un temps horrible pendant ce salon avec de la neige le vendredi 1er avril. Du coup, les organisateurs qui prévoyaient 15 000 personnes sur site en ont accueilli à peu près la moitié. Encore, on parle de 7 000 personnes, 6 à 7 000 personnes. Vous confirmez, temps horrible, Pierre ? Temps effroyable. Là, c'est vraiment un manque de bol flagrant. Ou pas, parce que du temps du salon du golf, quand il faisait beau, les joueurs étaient plutôt sur les parcours que sur le salon. Donc ça pouvait être un mal pour un bien. Mais là, en l'occurrence, là, c'était totalement inattendu et pour le coup assez dantesque comme condition. Fort heureusement, c'était une tente globale, pas forcément très très chauffée, mais donc c'était déjà couvert. C'était déjà couvert, non, je veux dire. Et il y avait eu quelques événements et notamment dans les structures événementielles, il n'y avait pas de chauffage. Et là, pour le coup, on s'est caillé. Bon, mais c'est pas de leur faute. Là, en l'occurrence, c'est pas de bol. Ça faisait 2 ans que cet événement devait démarrer et avoir lieu. Forcément là, Cocorico, il a eu lieu, pas de bol, il a fait vraiment un temps hivernal. À la mauvaise date. Voilà, à la mauvaise date. Bon, c'est toujours ça. Je sais pas s'ils avaient le choix dans la date dès le départ, mais après c'est en l'occurrence une bonne chose quand même qu'elle ait pu avoir lieu. Et une fréquentation moindre, mais ça a eu lieu et ça a sonné le début de la saison de golf pour les professionnels. En tout cas, les visiteurs présents ont pu voir les meilleurs golfeurs français du moment comme Romain Langasque. On l'écoute. C'est quelque chose de top. C'est vrai que la météo est malheureusement pas pour cette semaine, mais je pense que c'est quelque chose d'important et c'est cool que moi et d'autres sportifs, en tout cas Greg, Avray, Bourdier et tout ça, aient pu être là parce que je pense que c'est sympa d'être à leur contact, d'être pendant une période off, donc non, je trouve que c'est top. La question sur cette thématique, la National Golf Week 2022 est-elle un top ou un flop ? Top c'est vert, flop c'est rouge. Top pour vous. Vous êtes partagé, vous, Grégory. Il y a 2 constats. Alors pourquoi ? 2 constats. Le petit échec, mais c'est pas de la faute des organisateurs de cet événement, c'est que la météo n'était pas au rendez-vous, que sur la jauge qui était prévue de visiteurs attendus, on est à moitié moins. Donc forcément sur le papier, on va dire c'est un échec. Après réussite parce que sur le format qui est amené à se développer, normalement il devrait y avoir de nouvelles éditions dans les prochaines années. Déjà c'est bien que ça ait pu se tenir, le disait Pierre tout à l'heure, et le fait de pouvoir côtoyer ces joueurs qui se sont rendus en plus disponibles parce que dans une période de la saison où c'était propice, le format est une réussite et je pense qu'il faudra voir dans les prochaines années comment se développe cet événement. Pierre ? Aux impondérables près de la météo, c'est plutôt un top pour 2 raisons. La première, c'est que par rapport au salon du golf qui était organisé avant, porte de Versailles, il s'est installé sur Mantes-la-Jolie. Il s'est installé sur un vrai site de golf, en l'occurrence le golf national, et qui ouvre la saison et notamment qui va nous emmener assez rapidement jusqu'à l'Open de France en septembre. Donc ça prend place dans un lieu dédié au golf et qui plus est depuis l'ouverture du centre d'entraînement, en plus d'un terrain qui a accueilli la Ryder Cup et qui va encore accueillir de nombreux événements. Et championnat du monde amateur également. Voilà, cet été. Du monde amateur entre fin août et début septembre. Donc il y a vraiment un gros calendrier. Et deuxièmement, c'est un événement qui s'installe et qui draine tout le monde, qui fait consensus et qui draine tous les professionnels du métier du golf, que ce soit les équipementiers, les champions eux-mêmes, parce que comme le disait Romain Langasque, ils étaient tous là. Notamment dès le mercredi, à jouer un programme.
très simple d'accès comme le sont tous les golfeurs professionnels. C'est un sport qui est de toute façon à la fois spectaculaire et aussi qui permet d'être au contact. Je ne connais pas de sport qui nous permet d'être aussi proche des champions lors des entraînements ou lors des parties elles-mêmes. Oui, on l'a vu, Romain Langasque se promener tranquillement dans le salon. Ouais, non, c'est ça, et ça c'est un vrai atout. Vous prenez ces champions-là qui sont capables d'être formés et de durer et d'avoir des résultats justement pour la pérennité dans le top 50 mondial, et là on aura tout gagné. Top pour vous aussi, Jean. Oui, c'est très bien. Impeccable. Vous y êtes allé ? Non, il faisait trop mauvais. Je fais partie des gens. Vous faisiez partie des gens, je fais partie des gens dont le 7000 personnes qui ne sont pas venues. Le climat m'a rebuté. Non, mais bien sûr, Pierre a très bien dit les choses, c'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit rêvé pour ce genre de manifestation. Le golf national étant vraiment l'antre du golf français, quoi. Donc ça ne peut être que bien. Et voilà, tout a été dit, donc on ne va pas non plus rabâcher 50 fois. C'est très bien. Mike. Non, je vous l'ai dit, je vais me convertir en golfeur. Donc, Alors, il y aura une nouvelle édition normalement l'année prochaine. Si les organisateurs ne changent pas d'avis d'ici là, je ne pense pas. Il y aura une nouvelle édition. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore l'améliorer ? Il faut peut-être aller un petit peu plus loin, à votre avis ? Ou c'était déjà très bien, d'après ce que vous avez vu sur les images ? Alors je sais pas du tout, je suis pas vraiment un spécialiste, mais ouais, c'est sûr que on peut toujours améliorer des choses. Donc après, c'est à eux de voir les critères, de voir aussi le retour des gens, et puis de voir qu'est-ce qui est le mieux encore à faire. Mais forcément, il y a quelque chose à améliorer. En mi-temps, ça vous donne envie d'y aller ? Ouais. Vous allez finir golfeur. Pierre, est-ce qu'il y a des choses à améliorer à votre avis ou pas ? C'est difficile. Le chauffage, apparemment. Voilà, c'est difficile de se prononcer quand on n'a pas pu profiter pleinement de toutes les installations, notamment l'aspect practice extérieur, putting, qui a été du coup un petit peu déserté. Mais le concept est bon, lié en plus avec les trophées du golf, la remise des trophées du golf, qui récompense les meilleurs champions, les meilleures championnes et les meilleurs professionnels du secteur, qui réunit vraiment toute la profession, parce qu'encore une fois, les joueurs étaient là, leurs entraîneurs, tous les professionnels, les chaînes de golf, la fédération bien évidemment. Donc ça peut devenir ou ça doit rester un rendez-vous qui lance la saison de golf. Alors après, effectivement, il faut peut-être choisir des cieux plus chauds, quoi, des périodes plus chaudes. Très rapidement, pour refermer cette émission, regardez le jeu là qui est présenté à l'écran. Je ne sais pas si ça vous donne envie, Jean, de jouer à ce jeu. C'était un jeu qui était présenté au salon du golf. Ah, c'est sympa ça. Un jeu de société avec des golfeurs miniatures. On a notamment reconnu Tiger Woods à l'échelle, je ne sais plus quelle échelle, mais il était très petit. Et voilà. Sympa, et les parties peuvent durer très longtemps apparemment. Je ne sais pas, ça vous tente Il faut un peu de place. Hein. Oui, il faut de la place. Il faut un peu de place. Je crois que c'est entre 3 et 5 mètres la table. Ah, oui. Mais avec la météo qu'il y a eu, c'était le lieu idéal pour lancer ce type de jeu. Il y avait beaucoup de monde justement qui était autour de son stand. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de l'ancien footballeur Eric Cantona. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.